La pensée straight de Monique Wittig, aux éditions Amsterdam, paru en 2018. Je passe la note de l'édition Ballant. Je précise tout de même que le livre est composé de différents articles, qui sont comme différents essais de Monique Wittig mais accompagnés d'autres écrits féministes. Introduction de Monique Wittig. L'hétérosexualité est le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur l'esclavagisme des femmes. Cette idée pour moi incontournable se dégage peu à peu des essais politiques de ce recueil. Dans une situation désespérée comparable à celle des serfs et des esclaves, les femmes ont le choix entre guillemets entre être des fugitives et essayer d'échapper à leur classe, comme font les lesbiennes, et ou de renégocier quotidiennement terme à terme le contrat social. Il n'y a pas d'autre moyen de s'évader, car il n'y a pas de territoire d'autres rives du Mississippi, de Palestine, de Libéria pour les femmes. La seule chose à faire est donc de se considérer ici même comme fugitive, une esclave en fuite, une lesbienne. Il faut s'attendre à ce que mon point de vue paraisse brutal, et ce n'est pas étonnant si on considère qu'il a contre lui des siècles de pensée. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut sortir des sentiers battus de la politique, de la philosophie, de l'anthropologie, des cultures entre guillemets. Ensuite, il se pourrait que l'on doive se passer du magnifique instrument de la dialectique, parce qu'il ne permet pas de concevoir l'opposition entre hommes et femmes en termes de conflit de classe. Il faut comprendre que ce conflit n'a rien d'éternel, et que pour le dépasser, il faut détruire politiquement, philosophiquement et symboliquement les catégories hommes et femmes. La dialectique nous a fait faux bond. C'est la raison pour laquelle la compréhension de ce que sont le matérialisme et la matérialité nous appartiennent. Je vais citer une liste de quelques noms, les noms de celles sans qui je n'aurais pas eu le pouvoir d'attaquer le monde straight sur le plan conceptuel. Nicole Claude Mathieu, Christine Delphi, Colette Guillaumin, Paola Tabet, Sand Zeig, par ordre de publication, ont été mes influences politiques les plus fortes pendant la rédaction de ces essais. Mathieu a été la première à établir les femmes comme entités sociologiques et anthropologiques dans les sciences sociales, c'est-à-dire les considérer comme un groupe à part entière et non comme les annexes des hommes. Elle est à l'origine de ce qu'elle a appelé l'anthropologie des sexes. Mais Mathieu est aussi bien philosophe qu'anthropologue dans la traduction française. Son essai sur la conscience est incontournable. En procédant à une analyse de la conscience opprimée, ce qui ne veut pas dire aliénée, elle établit le maillon manquant dans l'histoire de la conscience. Nous devons à Delphi la dénomination de féminisme matérialiste et une modification du concept marxiste de classe dont elle a montré l'obsolescence à partir du moment où il ne tient pas compte d'un type de travail qui n'a pas de valeur d'échange, un travail qui représente les 2/3 du travail à l'échelle mondiale selon les chiffres récents des Nations Unies. Je sors de la lecture pour ajouter en note que le livre a fait sa première parution en 1992. Je reprends. Guillaumin a transformé notre approche du matérialisme et de la matérialité au point de la rendre méconnaissable. Ce que nous avons appelé matérialisme jusqu'ici est très loin de la marque, puisque l'aspect le plus important de la matérialité n'a jamais été pris en compte. Il y a l'effort physique et mental propre à un type de travail qui est simplement un service physique, rendu à une ou plusieurs personnes sans compensation ou salaire, et à la fois les implications physiques et mentales d'un type de travail qui prive la personne tout entière d'elle-même, nuit et jour. Mais Guillaumin est plus connu pour avoir défini l'oppression des femmes dans sa double dimension. L'appropriation privée par un individu, un mari ou un père, et l'appropriation collective de tout un groupe, les femmes, les individus célibataires y compris, par la classe des hommes, le sexage entre guillemets, et d'autres termes. Si vous n'êtes pas marié, vous devrez être disponible pour soigner les malades, les plus âgés, les faibles, comme le font les religieuses et, aux États-Unis, les travailleurs volontaires, qu'ils fassent partie ou non de votre famille. En travaillant sur l'anthropologie des sexes, Tabet a établi le lien qui existe entre les femmes qui font l'objet de l'appropriation collective. Dans ses derniers travaux, sur la prostitution plus particulièrement, elle montre qu'il existe une continuité entre celles que l'on appelle prostituées et les lesbiennes en tant que classe de femmes qui ne font pas l'objet d'une appropriation privée, mais qui sont encore collectivement l'objet de l'appropriation hétérosexuelle. Zeig, avec qui j'ai écrit le brouillon pour un dictionnaire des amants, et la pièce de théâtre Le Voyage sans fin, m'a fait comprendre que les effets de l'oppression sur le corps lui donnent sa forme, ses gestes, son mouvement, sa motricité et même ses muscles, trouvent leur origine dans le domaine abstrait des concepts, les mots qui les formalisent. Je pense à son travail d'acteur et de réalisateur quand je dis, dans La marque du genre, que les corps des acteurs sociaux sont formés par le langage abstrait aussi bien que par le langage non abstrait. Fin de citation.
Il y a encore beaucoup d'autres noms importants que je n'ai pas mentionnés. Colette Capitan, Monique Piazza, Emmanuel de Lesseps, Louise Turcotte, Daniel Charest, Suzette Robichon-Triton, Claudie Le Cellier, etc. Mais je n'énumère que les personnes qui ont eu une influence directe sur la rédaction de ces essais. Ce recueil comporte 2 parties. Comme je l'ai déjà indiqué, la première est une réflexion politique, avec l'essai intitulé « La catégorie de sexe ». Je veux montrer que le sexe est une catégorie politique. Le terme gender, utilisé en Angleterre et aux États-Unis, me paraît imprécis. L'essai intitulé On ne naît pas femme tente d'établir un lien entre les femmes qui luttent pour les femmes en tant que classe, contre l'idée de la femme en tant que concept essentialiste. Dans La pensée straight, j'esquisse les contours d'une pensée qui, au cours des siècles, a construit l'hétérosexualité, comme un donné. Le contrat social discute l'idée selon laquelle il y a une solution au-delà du contrat social hétérosexuel, entre guillemets homo sum, est consacrée à la pensée politique et au futur de la dialectique. Dans la seconde partie de ce recueil, je parle de ce qui m'importe le plus, l'écriture. Mon premier livre, L'Opoponax, a été soutenu par le Nouveau Roman, une école d'écrivains que j'ai toujours admirée pour la manière dont ils ont révolutionné le roman et leur défense de la littérature en tant que littérature. Ils m'ont appris ce qu'est le travail. Dans le point de vue universel ou particulier, j'aborde le problème d'une œuvre artistique dont les formes littéraires ne peuvent être perçues parce que le thème de l'œuvre, ici l'homosexualité, prédomine. Dans Le Cheval de Troie, il est question du langage comme matériau brut pour l'écrivain et de l'impact violent que peuvent avoir les formes littéraires quand elles sont novatrices. Cet essai a été développé par un livre en voie de publication que j'appelle Le chantier littéraire. Dans La marque du genre, j'analyse la signification du genre et comment il est l'index linguistique de l'oppression matérielle des femmes. Quelques remarques sur les guerrières entrent dans la fabrication du livre. La guerrière étant un autre de ses romans. Différentes revues ont participé à la publication de ces textes sur le nouveau matérialisme. La première a été Question féministe, dont le collectif m'a invité à les rejoindre lorsque je suis venu pour la première fois aux États-Unis. À l'époque, je préparais une série de séminaires pour le département de français de l'université de Berkeley, en Californie. Il me semblait qu'une révolution épistémologique était nécessaire dans l'analyse de l'oppression des femmes. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint avec enthousiasme ce groupe dont les membres travaillaient dans le même sens. La parution de Feminist Issues a commencé à Berkeley quelques années plus tard pour publier les textes des féministes matérialistes, et leur collectif m'a demandé de devenir leur conseiller à la rédaction. En dépit du conflit que nous avions en France sur la question lesbienne, les rédactrices en chef de la revue, Mary Jo Lakeland et Suzanne Ellis Wolfe, ont décidé que cette question non seulement ne ferait pas de tort à la revue, mais qu'elle recevrait ainsi l'attention qu'elle méritait dans un cadre international. Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, est publié à Montréal à l'initiative de lesbiennes radicales telles que Louise Turcotte et Danielle Charest, qui ont admis à la fois la nécessité de la théorie féministe matérialiste et le besoin d'aller plus loin dans la théorie et les luttes. Fin de l'introduction de Monique Wittig, elle est suivie par une préface de Louise Turcotte, appelée « La révolution d'un point de vue ». S'il est un nom qui est associé au mouvement de libération des femmes, c'est bien celui de Monique Wittig. Sa renommée est due très largement à son œuvre littéraire, d'ailleurs traduite en plusieurs langues. Si Monique Wittig est un écrivain marquant de la seconde moitié du XXe siècle, nul doute que ses textes théoriques en font aussi un des plus grands penseurs contemporains. Bien sûr, il est impossible de limiter l'influence de Wittig à un seul domaine, que ce soit la littérature, la politique ou la théorie. Sa pensée les traverse tous. C'est justement cette multidimensionnalité qui donne tant d'importance à son travail, puisque j'ai eu cette chance d'avoir côtoyé Monique Wittig depuis le début des années 1970. Je voudrais lui rendre un témoignage politique. En effet, s'il est possible de témoigner des répercussions immédiates de sa pensée, il est par contre plus difficile de mesurer son influence à long terme, notamment dans l'histoire des luttes pour la libération des femmes. Car ces essais bouleversent radicalement plusieurs des prémices que la théorie féministe contemporaine a mises en avant. Je parlerai ici de cette révolution conceptuelle. En 1978, à la rencontre annuelle du Modern Language Association à New York, quand Monique Wittig termina sa conférence « La pensée straight » par « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », l'accueil chaleureux fut tout de même précédé d'une seconde de stupéfaction et de silence. Quand ce texte fut publié 2 ans plus tard dans la revue française Question féministe, cette stupéfaction se transforma, même chez les féministes les plus radicales, en une pression politique pour qu'une note soit ajoutée. Il valait mieux « adoucir » entre guillemets la conclusion.
On ne pouvait concevoir à ce moment-là une telle perspective. C'est dire qu'une page de l'histoire du mouvement féministe venait d'être tournée par celle-là même qui en avait été une des principales instigatrices en France. Quelle est donc cette page qui a été tournée? Pourquoi ne peut-on plus voir la lutte des femmes de la même façon? C'est que, justement, le point de vue s'est déplacé. Depuis le début du siècle, toutes les luttes, de la défense des droits des femmes à l'analyse féministe de l'oppression des femmes, toutes partaient du point de vue des femmes. Cela allait de soi. Cette analyse s'est affinée au cours des années, s'est séparée en tendances, comme cela se passe pour les mouvements de libération, mais jamais ce consensus de base n'avait été interrogé. Il semblait d'ailleurs incontestable. Et voilà que cette affirmation, les lesbiennes ne sont pas des femmes, viendra bouleverser tout un mouvement tant sur les plans théoriques que politiques. S'appuyant sur les concepts du féminisme matérialiste et radical, pour celui de classe des sexes, Wittig remettra en question un point fondamental encore jamais contesté par le féminisme, l'hétérosexualité. Cette hétérosexualité n'est plus seulement considérée comme une sexualité, mais bien comme un régime politique. Jusqu'alors, le féminisme analysait le patriarcat en tant que système fondé sur la domination des hommes sur les femmes. Mais les catégories elles-mêmes, hommes et femmes, on ne les avait pas réellement questionnées. Ici, l'existence des lesbiennes prend tout son sens, puisque si ces deux catégories ne peuvent exister l'une sans l'autre, les lesbiennes, elles, n'existent que par et pour les femmes. Il y aurait donc une faille à ce système conceptuel. Durant les années 1980, plusieurs lesbiennes en Europe et au Québec nomment ce point de vue lesbianisme radical. Pour les lesbiennes radicales, l'hétérosexualité est un régime politique à renverser. Nos analyses et stratégies puisent à même la pensée de Wittig. Et c'est à la lumière de cette pensée qu'il nous fallait revoir l'histoire. Lorsqu'on réfléchit l'histoire, à partir de ce point de vue, il est intéressant de constater que les premiers jalons d'une critique de l'hétérosexualité comme institution politique avaient déjà été posés au début des années 1970, notamment aux États-Unis par certaines lesbiennes séparatistes. Mais le lesbianisme séparatiste n'a pas approfondi cette analyse. Il a plutôt développé, dans une visée essentialiste, des valeurs spécifiquement lesbiennes, lesquelles s'inscrivent surtout à l'intérieur de communautés lesbiennes. C'est oublier que l'hétérosexualité ne peut passer que par la destruction ou la négation du lesbianisme pour assurer son pouvoir politique. Les communautés lesbiennes sont des stratégies nécessaires. Mais si on ne les contextualise pas dans l'ensemble d'un mouvement politique, elles prennent la signification d'un repli sur soi. Il s'agirait alors de créer une nouvelle catégorie. Or, seule l'abolition des catégories peut amener un changement véritable. C'est bien ce que la pensée de Monique Wittig nous a fait comprendre. On ne remplace pas la femme par la lesbienne, mais on utilise notre position stratégique pour détruire le système hétérosexuel. Nous, lesbiennes, sommes transfuges à notre classe, de la même façon que les esclaves marrons américains l'étaient. On ne naît pas femme. Cette autre phrase clé donne une dimension politique au point de vue lesbien, et il faut toujours la garder en tête lorsqu'on lit les textes de Wittig. En effet, Wittig situe les lesbiennes dans un continuum de résistance propre aux diverses formes historiques d'oppression, ce qui nous éloigne par exemple du concept de continuum lesbien, tel qu'il a été proposé par Adrienne Rich dans les années 1980. Pour Rich, l'hétérosexualité est quelque chose qui a dû être imposé, dirigé, organisé, répandu par la propagande et maintenu par la force. Fin de citation. Ce texte pose l'hétérosexualité en tant qu'institution politique à l'intérieur du patriarcat. En note de bas de page, on nous précise que l'article d'Adrienne Rich est celui « La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne » dans Les Nouvelles questions féministes, numéro 1, en mars 1981, page 31. L'existence lesbienne est un acte de résistance à cette institution, mais pour que le contenu politique soit réalisé sous une forme ultimement libératrice, il faut que le choix érotique soit approfondi et transformé en identification aux femmes conscientes. À ce niveau, la conception du lesbianisme s'appuie sur le fait qu'il rejoint l'expérience féminine, comme l'exprime par exemple la maternité. Le concept de l'hétérosexualité amené par Rich se limite donc au même cadre d'analyse de la théorie féministe contemporaine, soit celui qui passe encore par le point de vue des femmes. Le lesbianisme radical, quant à lui, place la dimension politique du lesbianisme dans le fait que les lesbiennes occupent une position spécifique à l'intérieur de la classe des femmes et qu'elles constituent par conséquent une faille à ce régime politique qu'est l'hétérosexualité. De toute évidence, le radicalisme, en sortant forcément des sentiers battus, exige un questionnement continu. La conscience de l'oppression n'est pas seulement une réaction, soit une lutte, contre l'oppression. C'est une totale réévaluation conceptuelle du monde social. On ne naît pas femme.
J'ai connu Monique Wittig au travers de groupes militants, et son profond respect pour chaque individu, son profond mépris pour toute forme de pouvoir, ont marqué à jamais ma conception du militantisme. Mais c'est aussi à travers sa pensée que j'ai compris la nécessité du va-et-vient entre le théorique et le politique. On ne peut concevoir une lutte politique sans cette constante dynamique, ce qui représente tout un défi pour nous militants, parce qu'elle nous demande une vigilance de tous les instants, une réévaluation nécessaire de nos actions et prise de position. On doit d'ailleurs interpréter la critique radicale du féminisme dans cette perspective. La transformation des rapports économiques ne suffit pas. Il nous faut opérer une transformation politique des concepts clés, c'est-à-dire des concepts qui sont stratégiques pour nous, la pensée straight. En passant outre le régime politique de l'hétérosexualité, le féminisme repose actuellement sur un aménagement du dit système plutôt que sur une volonté de l'abolir. Il en va de même, me semble-t-il, pour la notion de gender, qui a connu ces dernières années une inflation galopante, et dont l'utilisation camoufle plus souvent qu'autrement la réalité de l'oppression des femmes. De fait, ce gender, tout en voulant rendre compte des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, occulte ou amoindrit la notion de classe de sexe, éliminant ainsi la dimension politique qui régit ces rapports. C'est ce courant du gender, on oublie d'ailleurs trop facilement, qui a donné lieu dans les années 1990 à un autre courant, celui du transgender, ou plus souvent nommé la théorie queer. Certes, on navigue ici entre des identités sexuelles qui refusent la concordance genre-sexe, soit en prenant la transgression symbolique, les transgenres, soit en prenant la transformation biologique, les transsexuels. Or il me semble là aussi que ces déplacements identitaires ne font que consolider les catégories genre-sexe. On utilise en l'occurrence les mêmes paradigmes sans aller au-delà du système binaire qui les caractérise. Mais suffit-il d'intervertir les catégories pour les annuler ? Car il y a une réflexion cruciale que l'on ne peut éviter dans les essais de Wittig. Un texte écrit par un écrivain minoritaire n'est efficace que s'il réussit à rendre universel le point de vue minoritaire. C'est ce qui explique la grande efficacité des textes de Wittig. En revendiquant le point de vue lesbien comme universel, elle bouscule toutes les conceptions auxquelles nous étions habitués. Car jusqu'ici, les écrivains minoritaires devaient ajouter l'universel à leur point de vue s'ils voulaient atteindre l'intangible universalité du dominant. C'est pourquoi la culture gay a quand même une certaine audience. Non seulement parce que les gays, malgré leur transgression, font partie de la classe dominante, mais surtout parce qu'ils se sont toujours définis en tant que minoritaires. La pensée lesbienne de Wittig, elle, ne vise pas les transgressions, mais bien l'abolition du genre et du sexe, sur lequel s'appuie la notion même d'universalité. Les sexes, le genre, la différence entre les sexes, l'homme, la femme, la race, le noir, le blanc, la nature sont au cœur de cet ensemble de paramètres, et ils ont formé nos concepts, nos lois, nos institutions, notre histoire, nos cultures. Examiner les paramètres sur lesquels se fonde la pensée universelle demande une réévaluation de tous les outils fondamentaux d'analyse, y compris la dialectique, non pas pour l'évacuer, mais pour qu'elle devienne plus opérante. Le travail de Wittig est ainsi la démonstration parfaite d'une connexion entre le théorique et le politique. On perçoit trop souvent ces deux données fondamentales dans des sphères séparées. D'un côté, il y a l'exercice de la pensée, de l'autre la pratique politique, les deux fonctionnant parallèlement, alors qu'ils devraient de fait s'entrecroiser. Or, ce croisement entre théorie et politique est une condition incontournable à toute lutte militante, et c'est précisément ce qui rend la pensée de Wittig si dérangeante. Nous sommes maintenant dans le XXIe siècle. Depuis quelques années, les gays luttent pour la reconnaissance de leurs droits civils, notamment l'acceptation juridique de leur statut conjugal. Peut-on voir dans ces formes un nouveau contrat social ? J'en doute fort. Cela reviendrait à dire que le régime politique de l'hétérosexualité représente le seul et unique mode de fonctionnement qui puisse assurer une cohésion sociale, pour peu qu'il soit assez inclusif. Tout se passe comme si l'idée des rapports sociaux de sexe était devenue obsolète. Parce qu'on participe de plein pied à un régime politique qui opprime les femmes, on cautionne la pensée straight. On ne change pas le monde, on se l'aménage, et rien ne s'éloigne autant de ces idées révolutionnaires qui font de Wittig un des grands penseurs de notre temps. Fin de la préface de Louise Turcotte, membre du collectif fondateur d'Amazone d'hier, lesbienne d'aujourd'hui. Cette première préface est suivie d'une deuxième préface, celle de Sam Boursier, intitulée Wittig, la politique. Partir ou laisser un endroit où l'on se sente en sécurité, à la maison, physiquement, émotionnellement, linguistiquement, épistémologiquement. Pour un autre endroit inconnu et risqué, qui est autre tant sur le plan émotionnel que conceptuel. Un lieu du discours où parler et penser sont au mieux timides, incertains, sans garantie aucune.
Mais ce partir n'est pas un choix. On n'aurait pas pu vivre dans cet endroit en premier. En fait, les deux aspects du déplacement, personnel et conceptuel, sont douloureux. Ils sont soit la cause et ou le résultat d'une douleur, souvent les deux, du risque et d'un enjeu payé au prix fort. Car ce dont il s'agit, c'est d'une théorie dans la chair, pour reprendre l'expression de Chéri Moraga, d'une constante traversée de la frontière, d'une reconfiguration des frontières entre le corps et les discours, les identités et les communautés, raison pour laquelle, peut-être, ce sont essentiellement les féministes de couleur et les lesbiennes féministes qui ont pris ce risque. Ces premières lignes de la préface de Sam Boursier étaient de Teresa De Loretti. On reprend. Tucson, Arizona 1999. Ici, le vent se fait lame de rasoir qui viennent se ficher au fond du canyon. J'ai rendez-vous avec Manas Tabal, dans un restaurant mexicain non loin de l'université, où enseigne Monique Wittig. Manas Tabal l'a accompagnée lorsqu'elle a quitté la France en 1976. Pour l'instant, on ne voit rien avec la poussière qui masque l'horizon du désert et l'entrée de la ville. Manas Tabal doit me donner un exemplaire du Straight Mind. Je sais que, bien avant sa parution en Amérique en 1992, ce recueil d'essais politiques et littéraires était devenu un classique de la réflexion lesbienne radicale, tout en déclenchant une vague de commentaires chez les théoriciens, post-féministes et ou queer. Manas Tabal m'a souvent mailé pour insister sur le fait que l'épaisseur politique de ces textes réside aussi dans leur circulation et leur profération initiale, outre-Atlantique, en anglais, qu'elle est inséparable de leur translation entre la France et les États-Unis, de la délocalisation imposée dont témoigne la langue dans laquelle ils ont été écrits. Car d'une certaine manière, ce texte a été rendu impossible en français. Je dois rencontrer Manas Tabal pour le traduire. À peine assise, Manas Tabal me prévient. Ne t'attends pas à trouver le texte original, ou à penser que tu pourrais sous-titrer celui-ci. Il n'y a pas d'original, tu traduis une traduction. Ce que vous appelez déjà la pensée straight a été écrit dans une langue étrangère à la langue française et à la langue straight. C'était la condition même de sa possibilité et la raison pour laquelle Wittig s'est échappé de France. C'est aussi pour ça que ce texte a transité de Paris à Berkeley en passant par New York, pour traduire la pensée straight, mais c'est la pensée straight, la langue straight, qui oblige les lesbiennes et bien d'autres à se traduire. Sam Boursier répond « Comment rendre straight alors ?» Réponse « Straight, tu pourrais traduire par hétéronormatif. S'il est vrai que la norme hétérosexuelle est hégémonique, elle ne s'appuie pas sur des pratiques sexuelles loin de là, mais sur une pluralité de discours sur les sciences dites humaines qui injectent les hétéronormes en matière de sexe, de genre, de filiation. » Avec le straight mind, Wittig a engagé une épistémologie politique de la pensée straight, une critique des catégories, des savoirs et des rapports de pouvoir qui perpétuent la pensée straight, la pensée hétéro. Il fallait bien oser la nommer et la critiquer, cette pensée invisible, non marquée pour faire plus naturelle. Wittig l'a fait, et la définition politique de l'hétérosexualité qu'elle propose ne se conçoit pas sans une critique de l'hétérocentrisme. Sur ces mots, Manas Tabal me demanda si je voulais une autre margarita. Non merci, lui dis-je, ici, après 2 tequilas je vois les chats grands comme des lynx. Mais ce n'était pas du fait de la tequila. À l'ouest, les bobcats sont des chats sauvages imposants. Ici, il y en a 2 qui suivent Wittig de loin en loin. On dirait qu'ils ont senti qu'elles préfèrent leur pelage plus doux, plus odorant qu'en Europe. Ils vivent là-bas, au fond d'un canyon. Un jour, pas trop lointain, il faudra bien trouver les mots pour décrire ce lieu, comme tant d'autres, sous peine de disparition brutale de tout ce que nous avons vu. Manas Tabal, qui n'était pas du genre à se perdre, reprit le fil de son discours. Je crois que c'est important de dire que Wittig ne s'est pas contenté de critiquer les catégories hommes, femmes, abusivement naturalisées, et de dégager de leur gang ontologique pour se faire apparaître la dimension politique. Elle s'est attachée très précisément à décrire les mécanismes de production de la différence, de la pensée binaire et régulatrice, du même et de l'autre. Les figures de la pensée hétéro, naturalisation, déhistoricisation, universalisation, biologisation. La catégorie de sexe est l'une des ressources principales de la pensée hétéro, mais ce n'est pas la seule. Je cite Wittig par cœur. Les catégories dont il est question fonctionnent comme des concepts primitifs dans un conglomérat de toutes sortes de disciplines, théories, courants, idées que j'appellerais la pensée straight, en référence à la pensée sauvage de Lévi-Strauss. Il s'agit de femmes, hommes, différences, et de toute la série de concepts qui se sont trouvés affectés par ce marquage, y compris des concepts tels que histoire, culture et réel. Fin de citation.
Tu vois, l'hétérocentrisme est partout, dans les catégories mentales, dans la psychanalyse, dans l'anthropologie structurale, ou autre, et comme dit Wittig, depuis que les mythes hétérosexuels se sont mis à circuler avec aisance, d'un système formel à l'autre, comme des valeurs sûres. Dès 1980, Wittig contestait le privilège épistémologique et politique de ces discours qui nous oppriment tout particulièrement nous, lesbiennes, féministes et hommes homosexuels, et qui prennent pour acquis que ce qui fonde la société, toute société, c'est l'hétérosexualité. Ces discours nient toute possibilité de créer nos propres catégories et nous empêchent de parler, sinon dans leurs termes. Tu vois ce que ça veut dire, la montée au créneau des gardiens de l'ordre symbolique et de la différence sexuelle lors du vote du Pax en France, Lacan et Lévi-Strauss s'invoquaient dans l'hémicycle? La réponse, je vois surtout que vous parlez très bien français. Elle reprend, je le lis aussi pas mal, je n'ai pas de nation mais je sais m'emporter. C'est que j'attends depuis longtemps de lire le Straight Mind dans la langue de Proust, ne serait-ce que parce que Wittig y propose, comme dans ses textes littéraires, des stratégies épistémologiques et des modes de subjectivation clairement articulés. Le développement de la science de l'oppression du point de vue des opprimés, ce qu'elle appelle la science des opprimés, la prise de conscience qui est prise de connaissance, et la désidentification et la dénomination d'avec la femme et le féminisme. Un jour, tu verras, on y ajoutera la traduction culturelle. Relis la description du chantier littéraire des guerrières dans ce texte que je t'ai faxé l'autre jour. Fais face à la page de gauche alors que le manuscrit est encore en plein montage. La page où se développe le texte de Wittig et qui tense le déroulement de la pensée straight sur la page de droite où viennent se greffer l'histoire, Freud et les autres. Dans les guerrières, on passe d'un langage à l'autre, à l'intérieur d'une même langue, d'une énonciation à l'autre, d'une page à l'autre, d'un univers référentiel à l'autre. On y shift, on y embraye, on y pourfend l'arbitrage du genre et la vieille culture. On resignifie, on retraduit. Sam Boursier, vous parlez l'anglais de Benveniste et sonnez par moments comme Barthes, dans sa période sémioclaste et sémiopolitique. Manas Tabal, Wittig parle bien la politique, ce qui ne fut jamais le cas de Barthes, que la politique ennuyait. Wittig, elle, n'a pas chômé. N'oublie pas que les analyses et les stratégies wittigiennes dont je te parle se sont déployées contre les séminaires, mais aussi contre les ovulaires et les féminaires antiféministes de toutes sortes. La pensée straight, c'est aussi le féminisme straight des années 1980. Tout féminisme hétérocentré qui cherche à imposer l'identification femme au détriment du point de vue lesbien et qui produit du corps et de la politique straight. Pourquoi des textes comme La pensée straight et On ne naît pas femme figurent-ils dans tous les manuels d'études gays et lesbiennes? C'est qu'ils consacrent la rupture intellectuelle de la politique lesbienne d'avec la pensée hétéro-féministe. Tout courant confondu, des usurpatrices du MLF aux féministes révolutionnaires au placard. En note de bas de page, on nous précise, pour MLF avant que les médias ne le siglent MLF après l'action spectaculaire de l'Arc de Triomphe en août 1970, où une dizaine de femmes, dont Monique Wittig, déposèrent une gerbe en l'honneur de la femme du soldat inconnu. C'est le terme mouvement, qui avait la faveur des féministes pour désigner le mouvement de libération des femmes en France. Suffisamment englobante, cette autonomisation devait permettre de résister à toute nomination venue de l'extérieur et éviter une appropriation restreinte et non représentative des multiples tendances féministes françaises. Dans une interprétation anarcho-marxiste, le flou dans la nomination correspondait à une stratégie de rupture avec les institutions et le pouvoir. Le choc politique est d'autant plus violent à l'annonce du coup capitalistique de psychanalysé politique qui confisque le sigle MLF en le déposant comme marque à l'Institut national de la propriété industrielle en 1979. On comprend aussi le puissant sentiment de trahison que ressentiront les lesbiennes un an plus tard avec la reprise à peine masquée de questions féministes sous la forme de nouvelles questions féministes, alors que le contrat d'édition conclu entre les membres de la rédaction de la revue féministe matérialiste stipulait que personne n'utiliserait le nom de la revue. L'histoire se répétait. Reprise du texte. Bien sûr que le constructivisme matérialiste radical de Wittig ne pouvait s'accommoder des illusions rétrospectives des féministes de la différence, qui se sont manifestées par autant de fictions-célébrations du corps de la femme ou de l'utérus de la mère et de l'écriture féminine. Encore moins lorsqu'elle s'appuyait sur le discours psychanalytique et s'ancrait dans le pré-oedipien ou le pré-symbolique de la sémiotique comme chez Kristeva. Tout le monde sait bien qu'elle ne faisait que renforcer et réifier la féminitude. Quoi de subversif à cela? L'efficacité de ce French féminisme élitiste à dépolitiser le féminisme en France.
Mais note bien que les hétéroféministes étaient loin de se confondre avec les psy-kenpo et les féminismes essentialistes. Nombre d'entre elles, lesbiennes et féministes matérialistes, les féministes révolutionnaires comme on les appelait, n'ont pas osé ou ont carrément empêché la formulation ouverte d'une politique lesbienne. Comme si, elles aussi, voulaient réduire le point de vue lesbien à une orientation sexuelle. Excellente raison, ne penses-tu pas pour que Wittig acte la dénomination des questions féministes qui ne veulent pas des questions lesbiennes et des lesbiennes qui ne sont pas des femmes? On nous précise en note de bas de page qu'en 1980, il y eut une scission à l'intérieur de la rédaction de Questions féministes sur la question lesbienne qui met fin à la revue. Sam Boursier reprend. Hold on a sec. Attends une minute. Pour un peu, vous m'accuseriez de chercher le vagin pour trouver la femme, ou pire encore, la lesbienne. Je sais la violence de la coupure, et qu'elle n'a pas pu se faire dans une langue maternelle qui n'existe pas d'ailleurs. Les féministes unilingues dominaient tellement qu'elles avaient fait du féminisme la théorie et la politique, et du lesbianisme seulement la pratique. Drôle de manière de confiner la question lesbienne à une question privée. Je sais le prix de la délocalisation, du déplacement et du voyage. J'ai lu cet article de Teresa De Loretti, où elle analyse le poids de l'excentricité du sujet, en pensant à Wittig justement. And last but not least, le dernier mais pas des moindres, j'ai trouvé dans une université de la côte Est la traduction exemplairement non simultanée de questions féministes, les numéros de Feminist Issues, qui ont commencé à apparaître ici et aux États-Unis en 1980 à l'initiative du Feminist Forum de Berkeley, et qui sont la version féministe lesbienne non censurée de Questions féministes. C'est là que transitèrent les textes de Wittig, en anglais dans le texte donc. Mais je vois aussi le bénéfice de cette décontextualisation ou sa signification pour la lesbienne. Vous me dites, si je comprends bien, que le bilinguisme de Monique Wittig nous fait comprendre qu'être lesbienne, c'est toujours être exposé à traduire pour se faire entendre. Manas Tabal répond, on peut dire quelque chose comme ça. D'ailleurs, de ce point de vue, Wittig est proche des politiques féministes des années 1980, des femmes et des lesbiennes de couleur. Ici, les chicanas, qui ont défait un féminisme qui les invitait à une sororité indifférenciée. Toutes délocalisées, comme tu dis, dès qu'elles s'approchaient du centre, au point de comprendre et de faire comprendre que leur prise de parole politique ne se concevait pas sans une politique radicale de la situation. Soit qu'il fallait repenser la transversale des différences du sexe, du genre, de la classe et de la race. Qu'en tout cas, le féminisme, pas plus que le marxisme, ne pouvait tout sacrifier à l'oppression de classe, et ne pouvait se contenter de privilégier le critère du sexe ou du genre. Tu peux comprendre cette résistance à l'homogénéisation comme une opportunité postmoderne et postcoloniale, mais je ne peux m'empêcher d'y reconnaître une délocalisation typique des lesbiennes, toujours placée entre féminisme et politique gay et lesbienne, entre politique lesbienne et féminisme, entre marxisme et féminisme. Après Stonewall, à Paris comme à New York, les lesbiennes politiques ont fait partie des mouvements féministes mais aussi gays, voire les ont initiés pour finalement devoir s'en extraire. Sam Boursier reprend, parlant des féministes, vous avez eu Friedan, nous avons eu Beauvoir. C'est vrai que comme elle, la très grande majorité des féministes a refusé de voir le point de vue lesbien comme une réalité sociale et politique et a bloqué toute politique lesbienne. En France, au temps du MLF, on avait le droit d'être lesbienne féministe. L'ordre de la concaténation des termes dit bien ce qu'il veut dire, mais non lesbienne politique. En fait, Monique Wittig a permis de se défaire des appropriations et des constructions de la lesbienne, par des féministes qui n'interrogeaient jamais, à un grand jamais, leur position hétérosexuelle, comme si elles étaient exemptes de justification. Mais qui pensaient encore très souvent faire œuvre de charité sexologique, en concluant à l'inné de l'homosexualité féminine ou en entourant la question de prévention psychanalytique. Dans ses œuvres littéraires et politiques, Wittig propose une représentation des lesbiennes résolument alternative, non médicale, non psychologique et encore moins psychanalytique et sexuelle. Enfin, l'autre reprend, je crois qu'elle fait autre chose encore. Tu sais, je lui suis particulièrement reconnaissante de m'avoir accepté pour guide à San Francisco lors de notre périple en 1976. Moi qui portais des chemises et marchais les mains dans les poches de jeans comme dans un film muet. Wittig a complètement renoncé au paradigme d'identification à la femme, très en vogue chez les hétéroféministes et les lesbiennes féministes de l'époque. Même les radicales américaines n'ont pas osé dire que les lesbiennes n'étaient pas des femmes. Souviens-toi, les radicales de Lavender Menace, divorce des féministes de NOW. C'est le ZAP de mai 1970. À 20,
Elles occupent la scène, Rita Mae Brown en tête. Elles distribuaient le tract qu'elles ont potassé collectivement et qui deviendra l'un des manifestes historiques dans l'histoire de l'émancipation des lesbiennes. Appelé The Woman, Identified Woman. 10 paragraphes en béton. Mais pas de sexe pour faire plus politique. Incroyable la force de l'obligation à la séparation entre politique et sexe. Et elle ne renonce pas à l'identification femme. Reach réagit aussi contre les féministes en esquissant une démarche identitaire lesbienne, mais elle prône le continuum lesbien-féminin pour toutes les femmes. Il n'y a que Wittig pour ne plus prescrire l'identification à la femme et à laisser la porte ouverte aux lesbiennes barbues. Sam, est-ce que tu es en train de dire que Wittig est identitaire ? Réponse: Wittig ne se dirait pas identitaire, mais en elle est inscrite la formule en permanence, ironiquement et effectivement. Elle symbolise la critique de l'identité féministe totalisante, et elle a cette attitude vis-à-vis de l'identité lesbienne qui lui permet de tirer parti, ou de laisser tirer parti des ressources identitaires. Ce qu'ont fait des milliers de lesbiennes en la lisant et en construisant des politiques sexuelles radicales. Wittig n'a pas seulement écrit Le corps lesbien. Elle a, avec le même type d'ironie qui l'avait poussé à choisir ce titre, Le corps lesbien, rendu possible la théorie lesbienne en écrivant La pensée straight. L'ironie est une figure majeure de la politique de Wittig. Elle est ce qui la met en porte-à-faux productif par rapport à la question de l'identité lesbienne. Ses effets sont de l'ordre de la resignification. Écoute bien les titres. Le corps lesbien, La pensée straight, en toutes lettres. On connaissait la chanson, on annonnait le karaoké de l'hétérosexualité. Wittig a changé les paroles et a ajouté celles qui se cachaient. Ça ne m'étonne pas du tout qu'elle soit un texte relais dans la critique post-structurale de l'identité sexuelle. Dans les faits, elle a ouvert un espace identitaire lesbien en faisant de la lesbienne ce site de dénomination et de désidentification radicale dont je te parlais tout à l'heure, un geste identitaire paradoxal, qui peut être utile pour bien des politiques identitaires, et que l'on aurait tort de comprendre comme une simple réaction par rapport au contexte féministe lesbophobe des années 1980. Évidemment, ça a aidé. Elle a rompu le silence hétéro-réformiste sur les lesbiennes, mais elle a aussi mis le féminisme et son identité fermée en crise. Le féminisme des droits, le féminisme de la seconde vague, comme on dit chez nous celui des années 1970, le féminisme français devenu dominant au début des années 1980, qui privilégiait largement le point de vue de la classe moyenne blanche hétérosexuelle. Non seulement les lesbiennes ne sont pas des femmes, mais ce n'est pas un hasard si Wittig les renomme marronnes, dans une autre langue que celle de la femme blanche française. Wittig et les lesbiennes radicales ont demandé au féminisme français de passer par sa phase réflexive et critique pour constater que la promotion de la femme comme catégorie émancipatrice qui produit de l'identique et comme seul sujet de la politique sexuelle a des effets coercitifs et normatifs. Elle ne réagit pas seulement contre l'instrumentalisation politique de la lesbienne par le féminisme, elle demande des comptes et de nouveaux concepts à un féminisme abusivement unitaire dans ses fondements et dans ses objectifs. Le féminisme qui prône un type de différence soit essentialiste, soit strictement articulé en termes de genre par opposition à l'homme et au patriarcat, et non par rapport aux hommes et aux femmes, c'est-à-dire par rapport à l'hétérosexualité. On ne répétera jamais assez ce type de valorisation de la différence aboutie à négliger les différences d'identité sexuelle, mais aussi de classe et de race entre les femmes, et qu'elle ne saurait être que réformatrice. Wittig est post-féministe dans sa dénonciation vigoureuse des effets conservateurs du féminisme, dont elle va jusqu'à remettre en cause la cohérence et la pertinence de la dénomination. Féminisme, mot gênant, non pas à cause des suffragettes, non, mais à cause de la femme autour duquel il est bâti. Dit-elle dans l'article, les questions féministes ne sont pas des questions lesbiennes, dans Amazon d'hier et d'aujourd'hui, numéro 1 1983. Manastabal reprit son souffle. Sa chemise, soudainement gonflée, lui claquait autour du torse et des bras. Drapeau pour le serveur ? Il s'approchait de notre table, comme pour nous apporter l'addition et nous lança. Tortilleras, qui signifie salguin. Oui, des tortillas pour les deux Gwyn, merci, répliqua Manastabal. Et voyant que je n'avais pas compris, ça recommence. Quand je voyageais avec Wittig, ça nous arrivait tout le temps. Ils croyaient nous atteindre ou nous faire rentrer à la maison en nous traitant de salguines ou en nous disant que nous n'étions pas des femmes. Une injure pour eux. Avec Wittig, c'est devenu un compliment et un programme politique. Non seulement, nous ne sommes pas des femmes, mais nous n'avons pas à le devenir. Allez viens, on s'en va ailleurs. N'oublie pas ton exemplaire du Straight Mind. Sam Boursier, New York, janvier 2001. Fin de la préface.